Il en manque beaucoup, dites-moi. Ils vont arriver? Bon, j'essaye d'accorder toutes les participations. Alors, nous sommes 9. Nous sommes que 9. Le nombre de participations. Alors, vous êtes... on est 12 pour l'instant. J'espère que les autres vont arriver quand même. Bon. Allez, on va commencer. Alors déjà, j'aimerais bien vous entendre concernant le DS. C'est le programme d'aujourd'hui. On va parler du DS. On va parler de l'examen. Et ensuite, on va parler de la synthèse sur les tags. Alors, on va commencer par Ali Eddine, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner tes impressions, tes remarques concernant le DS? Allez. Ali Eddine Chérif. Non. Emeni? Bonjour, madame. Bonjour, Emeni. Alors, dis-moi, Emeni, s'il te plaît, comment s'est passé ton DS? Quels sont les points? J'aimerais bien avoir ton avis. Le DS était moyen. Les textes sont faciles. Oui. Mais j'ai trouvé quelques problèmes lors de l'extraction des idées principaux. Principales, d'accord. Ok, donc c'était au niveau des idées. D'accord, merci, Emeni. Emna, s'il te plaît. Bonjour. Alors. Bonjour, madame. Bonjour, Emna. Dis-moi un petit peu, comment s'est passé ton DS? Bon, normalement, c'était, je peux pas dire bien passé, mais j'ai eu un problème de temps. J'ai pas pu gérer mon temps. Je trouve les documents un peu lents, peut-être. D'accord. Ok, Emna, merci. Hadil? Oui, bonjour, madame. Bonjour, Hadil. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai eu le même problème que Emna, la gestion du temps. C'était... Oui. J'ai pas pu... j'ai trop réfléchi pour la première partie, pour extraire les idées. Et j'ai pas eu suffisamment de temps pour bien développer l'introduction. Oui. Donc, ouais. D'accord. Hatem, s'il te plaît. Comment ça s'est passé? Bonjour, madame. Bonjour, Hatem. Madame, c'est moi qui avais un accident au vélo et oui. n'est pas. Oui. Donc, Hatem, tu me diras comment ça s'est passé quand tu l'auras. Alors, qu'est-ce que tu as fait par rapport à l'administration? Tu as tout réglé? Oui, justement, ce lundi matin, le dernier lundi, hier matin, oui. On m'avait dit que vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'attendre.
jusqu'à ce qu'il règle, parce que ce n'est pas, il y a beaucoup d'élèves Oui, qui il n'y ont a le pas même que... problème. Oui, exactement. Donc, ils m'ont dit, vous n'avez rien à faire pour le moment jusqu'à ce qu'ils me contactent. Très bien. Donc, moi aussi, Voilà. c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on va attendre. Et puis, Oui. de toute manière, on n'a pas de date butoir, hein. On a encore le temps. Mais je préfère, justement, je leur ai demandé de bien attendre que tous ceux qui ne l'ont pas passé puissent le passer en même temps. On ne va pas refaire ça sur plusieurs jours. Et donc, pour l'instant, au niveau des deuxièmes années, oui, il y a vous et j'ai un deuxième étudiant. Donc, vous êtes deux pour l'instant. Je crois que ma collègue m'a dit qu'elle avait un étudiant. Donc, ça fait 3. Mais on va attendre que les autres se manifestent. Sauf que j'ai prévenu les délégués. Je leur ai bien dit qu'il y avait quand même, il fallait prévenir rapidement et ramener le certificat médical, hein, pour qu'on puisse prendre tout le dispositif à temps. Donc, très bien. Bon, Bahat, on verra votre avis après votre DS. Très bien. Myriam. Ben Ismail. Ou Ismaël. Oui, madame. Alors, Myriam, comment s'est passé ton DS? Dis-moi un petit peu. Ça va? Ça va, ça a été? Oui. Tu as bien géré le temps? Plus ou moins. D'accord. Ok, donc rien à dire de particulier. Mohamed, s'il te plaît, Mohamed Hedi. Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé ton DS? Ça va, madame. J'ai pris trop de temps sur la réflexion des idées, mais ensuite, j'ai pu parvenir. D'accord. En fait, il faut bien savoir que c'est le travail le plus important. C'est le fait de bien récolter les idées. Et de là, on rédige. Donc, si vous bâclez ce travail au niveau des idées, vous n'arriverez pas à faire une synthèse qui soit correcte. C'est pourquoi on vous a donné cet exercice à faire, parce que vous devrez le faire à l'examen, mais au brouillon. On ne va pas vous le demander à l'examen. Sauf que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas rédiger convenablement la synthèse. C'est de là que va partir la synthèse. Des idées principales des différents textes. Est-ce qu'il y a des idées communes dans le document 1 et 3? Est-ce qu'il y a des idées communes dans la caricature et le document 2? C'est à vous de mettre tout ça dans un tableau de confrontation, ça s'appelle. Bien, très bien. On passe à Marthez. Marthez, bonjour. Comment s'est passé ton DS? Marthez, j'espère que je ne vous réveille pas. Madame, je pense qu'il a un problème de micro. Ok, un problème de micro. Très Bonjour, bien. bonjour. Ah, super. Alors, Marthez, Oui, madame. comment s'est passé ton DS? Dis-moi. C'est pas très bien, mais c'est pas très mal aussi. D'accord. 50-50, quoi. Mm. Bien. Alors, vous savez qu'on a une double correction et que j'ai bien entendu vu vos copies. Alors, je ne sais pas si vous faites partie des copies que j'ai corrigées, bien entendu. Il est possible, donc, parce que toutes les deuxièmes années avaient le même examen. Et donc, dans les différentes branches, que ce soit RT, GL, il y a plein d'autres branches. Je ne les connais pas toutes. C'était écrit normalement sur l'examen. Bref. En fait, à la suite de cette correction, qu'est-ce que j'ai remarqué? Alors, le tableau, la plupart d'entre vous l'ont réussi, le tableau de confrontation, même si c'était assez long à faire. Ensuite, vous aviez un plan. Alors, par exemple, Farida, s'il te plaît. Farida. Farida Douani, je crois. Farida. Farid. Ah, Farid. pardon. Oh, je suis désolée. Oh là là, il y a un A là, c'est écrit, il y a un A juste après. Farid.
Adouani. Pardon. Oui, madame. Non. Alors, Farid, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire, grosso modo, comment on fait un plan? Parce que je crois l'avoir dit 10 000 fois, mais je crois que certains n'ont pas très bien compris ce qu'était un plan. Dites-moi, Farid. Normalement, on se base sur le tableau de confrontation. Alors, le plan, c'était la deuxième question. Comment on fait un plan? À quoi ça ressemble? Si quelqu'un veut répondre, On met les idées générales, puis dans chaque idée, on met les sous-idées. alors justement, non, Farid. Un plan détaillé avec les sous-parties, je vous avais bien dit que c'était grand 1, le titre, 3 sous-parties, A, B, C, grand 2, le titre de votre deuxième partie, A, B, C, grand 3, le titre de votre partie, si vous avez 3 parties bien entendu, et A, B et C. Voilà ce que c'est qu'un plan détaillé. Alors, quand il y en a certains d'entre vous qui ont rédigé un paragraphe dans le plan détaillé, Mohamed, s'il te plaît, Hedi, Mohamed Hedi. Oui. Alors, je vous choisis tous au hasard. Hein. Ne dites pas que c'est vos copies parce que ni je vous connais, ni je... Donc, vraiment, je pose des questions au hasard. Bref, je ne dis pas que vous, Mohamed, vous l'avez fait. Mais je suis en train, justement, d'en parler avec vous pour que cela ne se reproduise pas. Alors, Mohamed, s'il te plaît, Mohamed Hedi, Oui. est-ce que tu penses que quand j'ai dit que le plan, c'était bien schématiquement, grand 1, A, B, C, grand 2, A, B, C, grand 3, A, B, C, quand je trouve ou quand l'autre correcteur, le deuxième correcteur, va trouver dans la copie, au niveau du plan détaillé, 6 ou 7 lignes rédigées. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être flou parce que le français, c'est pas une science exacte. Et puis, on a étudié que le plan, soit c'est des idées, c'est pas un paragraphe. Tu vas pas Voilà. expliquer tout. C'est juste un titre et puis c'est tout. Voilà. Pourtant, moi, je pensais que j'étais avec des ingénieurs et que, au contraire, vous n'avez pas l'habitude de rédiger, donc pour vous, ça aurait été simple. Bien sûr que les 3/4 d'entre vous ont mis grand 1, A, B, grand 2, A, B. Soit il y a 2 parties, soit il y avait 3 parties, c'est comme vous vouliez. Bref, donc, lire un intitulé, s'il vous plaît, c'est la base, c'est le B à bas. Et je ne dis pas ça pour le français, mettez le français de côté. Moi, je ne suis pas prof de français, je suis prof de culture générale. J'essaye de vous donner une culture générale. Mais ce qui m'importe, c'est que vous fassiez attention dans les matières de spécialistes, spécialisés, spécifiques. L'intitulé est très important, lisez-le 2 ou 3 fois. Bien, nous avions le tableau, c'est réglé, on en a parlé. Le plan, là où il y a eu des problèmes, ça a été quand vous avez rédigé. Et troisièmement, quel était le troisième exercice? Allez, je vous écoute. Je vais pas me mettre... L'introduction, Oui, il fallait écrire quoi dans le troisième exercice? Il fallait écrire une introduction générale, une présentation une des documents. introduction. Une introduction. Merci, Mohamed. Alors que l'intitulé, c'est écrit, je pense, j'en suis sûre même, alors que l'intitulé stipule bien introduction, je trouve dans des copies conclusion. Expliquez-moi.
Et je ne dis pas que c'est dans votre classe. Je n'en sais rien. Et pas une seule fois. Ça serait sur une seule copie. Je me dirais, bon, il était stressé. À la place de l'introduction, il a lu conclusion. Mais quand je retrouve dans plusieurs copies, à la place de l'intro, là où vous devez rédiger conclusion, 2 points, souligner aussi, la conclusion, vous l'avez bien souligné, la copie était bien propre. Comment voulez-vous que votre correcteur vous corrige? Dites-moi. Il ne le corrige pas. C'est quoi votre matière de spécialité, là? C'est quoi votre matière de spécialité? On en a beaucoup, madame. On est spécialisé en génie logiciel, on étudie les bases de données, les systèmes d'information, euh, programmation orientée objet, le C++, tout ça. On n'en a pas une seule matière. D'accord, donc vous avez plusieurs matières de spécialistes. Mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est aberrant. Aberrant. On vous demande une introduction et de mettre une conclusion. Là, j'étais bouche bée. Alors bien sûr que le français, ce n'est pas votre matière de base, je l'entends bien. Mais quand même. Je crois que si on demandait à un élève en Tunisie, en primaire, d'expliquer ou de définir la différence entre l'introduction et la conclusion, il serait capable de le faire à 10 ans. Et retrouver ça dans plusieurs copies, réellement, je n'ai pas très bien compris. Bien, donc ça, c'était mes remarques par rapport à vos copies. Et j'espère que ce n'était pas vous qui étiez dans ce cas précis. Autre chose, on avait fait en cours, justement, j'avais bien décrit toutes les étapes de l'introduction. C'était à peu près, il y avait 3 paragraphes. Et je vous relis les étapes de l'introduction. Pourquoi? Pas pour le DS, maintenant c'est trop tard. À moins qu'il y en ait qui n'aient pas passé le DS, au moins ça leur fera des révisions. Commencez par une phrase d'accroche qui éveille l'intérêt du lecteur. Ça veut dire juste une phrase où vous devez parler du thème que vous avez à travers tous les documents. Cette phrase doit être en rapport avec le dossier dont il faut faire la synthèse. Plus clair que ça, mais évitez des formules de remplissage. Bref, je vous ai toujours dit que j'essaye de vous donner une sorte de recette de cuisine. Il y a des éléments qui composent cette introduction. S'il vous manque un des éléments, la note va elle aussi vous manquer, comme on dirait. Première chose, phrase d'accroche. Deuxième chose, présenter le thème et les documents. Ça, vous avez su le faire. Je présente les 2, 3, 4, 5 documents que j'ai. Bien. C'est-à-dire, et je vous l'ai dit en cours, l'auteur, le support, le titre de la revue, si c'est une photographie, la date, le contenu. Enfin, les 2 points qui vont clôturer cette introduction sont, et je vous l'ai bien dit parce qu'on a travaillé dessus, la problématique. La problématique, on avait dit que c'était 1 ou 2 questions qui allaient répondre au développement à votre plan. Dans beaucoup de copies, je n'ai pas retrouvé de problématique. Et ensuite, le plan. Dans une première partie, nous allons étudier. Dans une seconde partie, nous analyserons. Enfin, dans une troisième partie, nous commenterons. 3 petits points de suspension. Alors, il y a des copies où il n'y avait pas de problématique. D'autres copies où carrément, il n'y avait même pas de plan. Bien sûr,
vous n'avez pas fait d'annonce de plan, puisque dans la question qui précédait, vous avez écrit un paragraphe sur ce plan, au lieu de mettre un plan grand 1, A, B, C, grand 2, etc. Bien. Heureusement que vous n'aviez pas la conclusion. Bon, il y en a qui ont fait la conclusion alors que ce n'était pas demandé. Bref. Laissons de côté l'EDS. Maintenant, ce qui a été fait est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, on va essayer de s'atteler à cet examen. Et donc, à l'examen, vous allez avoir, cette fois-ci, vraiment de la rédaction. Et vous devrez, normalement, rédiger une synthèse de document. Sauf que, en 1h30, vous n'allez pas avoir le temps de rédiger, bien sûr, une intro, un développement et une conclusion. Donc, vous aurez sûrement des éléments de la synthèse, mais pas une synthèse en entier. D'accord? Donc, si vous avez votre premier travail à faire, vous prenez les documents, vous faites votre tableau au brouillon très rapidement, selon les idées principales, vous faites un plan et de là, vous commencez à rédiger votre introduction avec les éléments qu'on vient de voir ensemble. Et bien entendu, cette fois-ci, dans la synthèse, je ne veux pas voir de grand 1, ABC, grand 2, ABC, non. Ça, c'est le plan détaillé. Le plan que l'on doit retrouver dans votre synthèse, il est dans l'introduction et c'est la dernière partie de l'introduction et que vous devez présenter. Par exemple, vous dites dans une première partie, nous allons étudier le phénomène des tags, dans une seconde partie, je ne sais pas, et dans une troisième partie ensuite. Il faudra rédiger le plan, s'il vous plaît, et non pas mettre grand 1, grand 2, grand 3 dans le jour de l'examen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est l'introduction. Le développement, on verra. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on va vous demander de rédiger un développement en entier. Donc, vous devez, dans le développement, rédiger la première partie. Première grande idée, un paragraphe, votre idée, des exemples tirés du texte en utilisant des guillemets, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas vous qui écrivez, mais quelqu'un d'autre. Mettre entre parenthèses le texte d'où vous avez tiré justement la citation. Faire un deuxième paragraphe pour une deuxième idée dans le grand 1. Grand 2, pareil. Première sous-partie, vous développez. Deuxième sous-partie, vous développez. Enfin, la conclusion. Et là, je tiens à le redire, puisque j'ai l'impression que ça n'a pas été très très bien acquis. Je le répète. Ou alors, on va demander à quelqu'un, ce sera mieux peut-être. Naïm, s'il te plaît. Naïm, la conclusion, est-ce que tu sais sa composition? Normalement, madame, deux parties. La première partie, c'est la conclusion générale. Très bien. L'accord ou le désaccord de l'auteur avec le sujet, la problématique. Puis la deuxième partie, l'avis personnel, où il faut critiquer l'avis de l'auteur. Très très bien, tout à fait. Donc je le répète, pour ceux qui sont là, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas là, malheureusement, c'est dommage parce que là, c'est vraiment, ça permet de réviser un petit peu. Cette conclusion, elle se décompose en deux parties. Une première partie, 4 ou 5 lignes, c'est la conclusion de tout ce que vous avez développé dans votre synthèse. Et ça doit rester une conclusion objective, s'il vous plaît. Vous ne donnez pas votre avis. Alors que la deuxième partie,
c'est une conclusion, là, personnelle. C'est-à-dire, votre avis, ce que vous en pensez, est-ce que si vous avez envie de critiquer l'écrivain par rapport à son point de vue, vous le faites. Vous donnez des exemples à vous, de votre vie personnelle, de vos lectures, de vos expériences, je ne sais pas. Donc, cette conclusion personnelle fait, on va dire, minimum 10 lignes. Avec la conclusion d'au-dessus qui doit faire entre 3 et 5 lignes, donc la conclusion est assez importante et assez longue. Donc là, je ne reviens pas dessus. J'espère que j'aurai de vraies conclusions pour l'examen de janvier. Alors, on a parlé du DS, c'est fait. L'examen également, que vous aurez en janvier normalement. Maintenant, on va voir ensemble la synthèse sur les tags que vous aviez à faire. Vous aviez à faire juste le tableau. Hein. Donc, j'espère que vous avez les textes. Je vous laisse chercher vos textes. On va voir ensemble, on va voir ensemble les textes, enfin les documents. Je vous ai mis sur la plateforme, normalement, le corrigé. Donc, vous avez le corrigé de la synthèse en entier. Donc, vous ne pouvez pas me dire, madame, on n'a jamais vu la rédaction d'une synthèse. D'ailleurs, je pense que je vous en ai mis même d'autres sur la plateforme des synthèses. Donc là, pour le corriger sur les tags, vous avez l'introduction, vous avez un développement et vous avez, bien entendu, une conclusion. J'espère que vous l'avez bien lu, parce que c'est un exemple qui est important quand même pour vous. Alors, on va ensemble lire les textes, pour bien comprendre les textes. Ensuite, après avoir vu les textes ensemble, je vous donnerai les différents plans que l'on peut trouver pour cette synthèse. Il y avait différents plans, bien entendu. Donc, le plan que je vous ai proposé dans le corrigé, c'est un plan parmi tant d'autres. Et donc, on verra ensemble. Alors, nous prenons « Les taggers sont dans la ville ». Vous avez le document 1. Oui, je peux commencer la lecture. Alors, les taggers sont dans la ville. Donc là, déjà, le titre, comme je vous l'ai dit en cours, ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Si un écrivain, un journaliste, quel qu'il soit, met un titre, c'est que le titre est important et qu'il faut en parler. D'accord ? Donc, ici, par rapport au titre, les taggers sont dans la ville. Déjà, l'utilisation du présent, donc c'est vraiment une réalité dont va parler l'auteur. Il a 15 ans, des baskets à lacets fluo, une casquette de baseball, un gros marqueur noir et il tag. Il tag, bien entendu, sur les murs, la plupart du temps, sur le métro, sur le bus. Il peut taguer n'importe où, en fait. Il tag à Paris, en banlieue et dans le métro. Il tag le mercredi, le samedi, le dimanche, parfois les jours d'école. Donc, c'est vraiment ici la description d'un adolescent qui tag à longueur de journée. Il tag sur les murs de Belleville. Belleville, c'est un quartier à Paris. Sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague. À Stalingrad, c'est une station de métro à Paris, Stalingrad. Sur les gouttières, les chaussées, les banquettes de métro et accessoirement sur ses cahiers de classe. Est-ce que Hedil peut ici me dire cette dernière phrase que je viens de lire, comment elle pourrait la décrire si vous avez ce genre de phrase le jour de l'examen? Je répète la phrase, Hedil. Il tag sur les murs de Belleville, sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague, à Stalingrad, sur les gouttières, les chaussées, les banquettes de métro et accessoirement sur les cahiers de classe.
Alors, Hedil. Ou c'est Hedil qui n'avait pas... Si, Hedil. Je l'ai eu tout à l'heure, non? Hedil. Madame. Oui. Alors, dis-moi. Déjà, au niveau de la synthèse, qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire sur cette phrase? Rien de difficile, Hedil. Qu'est-ce qu'on remarque? Première chose, phrase longue ou phrase courte? C'est une phrase longue. Oui, très bien. Qui se compose de quoi? Comment on appelle? Les autres, vous pouvez l'aider. Hein. Comment on appelle, voilà, il tague sur les murs de Belleville, sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague, à Stalingrad, sur les gouttières, les chaussées, les banquettes de métro et accessoirement sur les cahiers de classe. Comment on appelle ça? Énumération. Très bien, c'est une énumération. Vous aurez des points en plus si vous le dites, s'il vous plaît. Que crée cette énumération? Est-ce que les autres peuvent me le dire? Quel est l'intérêt d'énumérer, déjà? Pourquoi est-ce qu'on énumère dans un texte? Plusieurs raisons. Oui? Focalisation sur désolée. Focaliser sur le fait que ce phénomène s'est propagé à Paris, normalement. D'accord, Rawa, oui, mais pas seulement. Alors déjà, c'est vraiment pour... Ici, c'est quand même une énumération qui décrit. D'accord? C'est une description. Et cette description, en fait, elle montre que, eh bien, il est en train de taguer partout. Partout. Il ne laisse plus aucun espace, en fait, de libre. S'il vous plaît, allez, Dean, par exemple, quand vous lisez cette phrase, qu'est-ce qui se passe physiquement? Je remarque qu'il y a une sorte d'exagération. Lisez-la, s'il vous plaît, allez. Lisez cette phrase. Et vous allez voir que physiquement, il se passe quelque chose en vous. Madame, j'ai pas le document. Vous n'avez pas le document. Qui a le document et qui peut lire la phrase? Alors? Madame. Oui, allez-y. Il tague à Paris, en banlieue et dans le métro. Il tague le mercredi, le samedi, le dimanche, parfois les jours d'école. Il tague sur les murs de Belleville, sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague à Stalingrad, sur les gouttières, les chaussées, les banquettes de métro et accessoirement sur les cahiers de classe. On s'arrête là, merci. Qu'est-ce que vous avez ressenti physiquement? Un mot. Mademoiselle, quand vous avez lu, est-ce que vous vous êtes senti zen? Comment vous vous sentez en lisant cette phrase? Il nous présente ce phénomène comme si c'est quelque chose qui va nous envahir, qui ne nous donne pas de la liberté de choisir. Je ne sais pas, c'est un peu ça. Alors, envahir, d'accord, mais physiquement, comment vous vous sentez quand vous lisez cette phrase? En un mot. Oui, Mohamed? Dégoûté. Dégoûté? Non, Mohamed. Quand même pas. Physiquement, c'est pas possible. Oh là là. Allez. C'est très simple. C'est Rawa qui a lu le texte. Rawa, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce votre prénom? Oui, Rawa. Rawa, super. Je crois que c'était Roué, donc... Bref, Rawa. Comment tu t'es sentie? Heureuse en lisant comme ça? Quel est le sentiment? Comment tu étais physiquement? Il y a un mot. Oui? Enfin, j'avais un peu...
Pas peur, mais mais un peu. Non. Pas de la... Oui. Je trouve pas le mot, je suis désolée. Dites-le à vos camarades, ils vont peut-être traduire. Non, pas inquiet. Gêné peut-être? Non. Qui d'autre a le texte? Qui lit cette phrase? Il tague sur les murs de Belleville. Où est-il ou où est-elle? Allez, qui relit cette phrase? À partir de il tague. S'il vous plaît. Que crée un texte? Pourquoi est-ce qu'on écrit un texte? C'est un artiste qui écrit, comme un chanteur. Pourquoi un chanteur chante? Il veut faire véhiculer quoi à son auditeur, le chanteur? Un message. Un message, d'accord, mais plus précisément, une émotion. Que ce soit un texte, ou que ce soit de l'art, de la peinture, de la musique, etc. Tout ce qui est artistique, le but est de véhiculer une émotion. D'accord? Ici, quand on lit la phrase, qui va me la relire? Je veux que vous trouviez ce mot, s'il vous plaît. Emna. Emna, est-ce que tu as le texte? Oui, madame. Alors, essaye de lire, Emna. Il tague... Non, pardon, on commence à... Oui, il tague sur les murs de Belleville. On t'écoute. Et les autres, écoutez bien. Oui. Il tague sur les murs de Belleville, sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague à Stalingrad, sur les gouttières, les chaussées, les banquettes du métro et accessoirement sur ses cahiers de classe. Qu'est-ce qui se passe en toi physiquement, s'il te plaît? Comment tu te sens? Épuisée. Merci. On va garder ça pour une bonne réponse, même si ce n'est pas exactement ça. Quand on lit une énumération aussi longue, votre camarade me dit « je me sens épuisé ». Mais surtout, vous devez vous sentir essoufflé. Et c'est ce que veut créer un écrivain, justement, à travers cette énumération. C'est pénible. On ne peut pas... Quand est-ce qu'on reprend le souffle dans une phrase? Les autres. Quand est-ce que vous reprenez... Oui? Les virgules et les points? Avec la virgule, on ne reprend pas son souffle, c'est vraiment avec le point. C'est là où la phrase descend et qu'on peut reprendre son souffle et qu'on peut continuer. Or, le fait d'énumérer comme ça, on est obligé de lire à la file. Il tague sur les murs de Belleville, sur les palissades de chantier, dans les ruines d'un parking, dans un terrain vague, à Stalingrad, sur les gouttières, les chaussées, les banquettes de métro. J'arrive même plus à respirer. L'écrivain veut créer en vous, justement, cette émotion. Et comment partager avec vous cette émotion? Parce que vous pouvez ne pas être sensible. Peut-être que ça peut vous plaire, vous, les tags. Bien sûr qu'il y a des tags qui sont très artistiques. D'ailleurs, il y a de très grands personnes maintenant qui sont connues dans le monde entier pour leurs tags. Mais ce n'est pas ça. C'est vraiment que l'écrivain veut vous faire participer justement à ce qu'il ressent. Il veut vous faire véhiculer une émotion. Donc oui, vous allez dire... Ben dis donc, il est en train de taguer quand même partout. Mais le fait de lire une phrase avec autant d'énumération crée justement une gêne. Vous êtes gêné, vous n'arrivez plus à respirer, vous êtes essoufflé. Et c'est cette émotion-là que vise l'écrivain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je continue. Sur ces cahiers de classe, ouvrez les guillemets. Quand on commence à taguer, dit-il, on ne peut plus s'arrêter. C'est pire qu'une drogue. Donc là, vraiment, il compare les tags à de la drogue. Dès que je vois une surface vierge, j'ai besoin de faire ça. C'est vraiment un besoin. Or, le besoin, s'il vous plaît, vous avez sûrement fait des sciences, c'est vital, le besoin. C'est que c'est quelque chose de vital. Comme si je vous disais, on a besoin de manger. Si on ne mange pas, si on ne boit pas, on peut mourir. Et donc, il qualifie déjà
le tag comme étant quelque chose d'indispensable à sa vie, à sa survie. Il ne peut pas vivre sans. Et il compare même les tags à de la drogue. Donc déjà, voilà, première idée du premier paragraphe. C'est comme ça qu'il faut travailler. Dites-vous bien quelque chose. S'il y a des paragraphes dans un texte, et ça vous l'avez appris depuis la primaire, c'est que normalement, chaque paragraphe détient une idée essentielle et qui est développée, bien sûr. Donc normalement, le jour de l'examen, vous prenez le texte, chaque paragraphe, vous mettez l'idée principale, vous soulignez les termes, les mots-clés, comme moi ici, j'ai souligné drogue et j'ai souligné besoin. J'ai encadré 15 ans, c'est un adolescent, il faut le dire également. Et je soulignerai cette énumération qui est vraiment centrale dans ce paragraphe et qui crée justement ce mal-être. C'est grâce à l'énumération qu'on comprend qu'il y a justement, pour bien montrer ce mal-être des tags. Je continue. Ça, un tag, ou plutôt des tags, c'est graffitis énigmatiques qui n'en finissent pas de tomber sur la ville. Donc, synonyme de tag, c'est graffiti, et prolifère isolément. Aussitôt effacé, aussitôt ressuscité. Bien sûr, puisque les mairies effacent les tags, ils repeignent les écoles, ils essayent de repeindre toutes les surfaces qui ont été taguées. De rue en rue, de rame de métro en rame de métro. Donc ici, dans cette phrase, ce qui aurait été juste à souligner, c'est le verbe prolifère. Proliférer, ça veut dire qu'il se développe excessivement, les tags. Aussitôt effacé, aussitôt ressuscité, ça veut dire que ça ne sert à rien de les effacer puisqu'ils en refont. Et la dernière phrase montre justement que les tags sont vraiment partout, de rue en rue, de métro en métro, de rame de métro en rame de métro. Je continue la lecture. Rien à voir avec la beauté brute des fresques, soigneusement récupérées par les messieurs de la culture. Donc là, l'écrivain commence à critiquer. Il fait une comparaison entre les tags et entre des fresques plutôt culturelles, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence. Ici, il est en train de montrer dans ce paragraphe-là qu'il y a une différence entre les tags et la culture. Pour lui, ce n'est pas quelque chose d'artistique. Là, c'est son avis à lui. Moi, je ne le pense pas. Après, je pourrais en parler dans ma conclusion. On continue. Les tags, apparemment, n'ont rien à dire. La phrase est très forte. Ça veut dire ici que les tags ne servent à rien, il n'y a pas de message et ils n'ont rien à dire. Je continue. Leur caractère, mi-arabe, mi-gothique, ne ressemble tout à fait à aucun autre, mais ils sont liés entre eux par une étrange gémellité. Le tag est un hiéroglyphe urbain et moderne. Hiéroglyphe, donc c'est égyptien. Comme la communication à l'ère médiatique. Cause toujours, j'ai coupé le son. Une agression dénuée de sens explicite qui déchaîne doublement la fureur de ses victimes. Alors là, à la fin de ce paragraphe, l'auteur va encore plus loin puisqu'il qualifie les tags d'agression. Et c'est très grave puisqu'il compare les tags à une agression. Je continue. Usagers, Ville de Paris, RATP, tous unis mènent un même combat. Les 2 points, je vous l'avais dit en classe, les 2 points explicatifs. Donc l'écrivain ici, il est très pédagogue, il essaye d'expliquer ce qu'il entend par le même combat. Sus aux envahisseurs. C'est un fléau. C'est pas du chinois, s'inquiète un retraité. Alors, s'il vous plaît. Usagers, c'est les gens qui prennent le métro, les bus, etc. Ville de Paris, parce qu'ici, on parle réellement que de la ville de Paris. RATP, c'est tous les transports, métro, c'est la RATP en France. Tous unis. Le tous, ici, il est à souligner
mènent un même combat. Donc, tous ont un même combat. Sus aux envahisseurs. Donc, les taggeurs, ceux qui taguent, sont qualifiés d'envahisseurs. Mais le problème est que cet écrivain est en train de généraliser. Le tout, il est très important, s'il vous plaît. Que ce soit le tout, T-O-U-T, ou le tout, T-O-U-S, tous unis. Ici, c'est une généralisation. C'est pas vrai que tout le monde pense que les taggeurs sont des envahisseurs. Il y a des gens qui pensent que c'est des artistes et qui n'ont pas trouvé de lieu où s'exprimer. Je continue. Un propriétaire riverain de la cité Rougemont étouffe de rage. Là, il étouffe de rage. Et on va voir ce qu'il dit. On a fait repeindre, mais à peine avait-on passé la première couche que les murs étaient à nouveau couverts de gribouillage. 22 000 francs dépensés pour rien. Encore une fois, les tags sont comparés à des gribouillages. Gribouillage, c'est les dessins que font les petits qui ont 2, 3 ans, qui ne savent pas encore dessiner. Ils font plein de gribouillages. Bien, je continue. En 1985, la ville de Paris a effacé 32 000 mètres carrés de graffiti, 102 000 en 1987 et déjà 51 000 de janvier à mai dernier. La RATP a dépensé 14 millions en 1986, 3 fois plus que l'année précédente. Donc ici, les chiffres, les années, les mètres carrés, c'est tous les chiffres, etc., donnent vraiment beaucoup plus de précision et montrent dans ce paragraphe si l'évolution, s'il vous plaît. On voit l'évolution, puisque de 32 000, on passe à 102 000 en 87. Donc c'est énorme. Je continue, toujours dans le même paragraphe. Ces agents alpaguaient sur le fait quelques dizaines de taggeurs sauvages. En 86, 600 à 700, un homme, Bernard Gantois, chef du service de l'aménagement et de l'entretien de la RATP, en fait une question personnelle. C'est la guerre, répète-t-il solennellement, et je la gagnerai à n'importe quel prix. Les taggeurs le savent, ils ont un avantage, ils vont vite et sont insaisissables. Mais avec mes nouveaux revêtements qui permettent d'effacer facilement les tags, j'ai reconquis les quais du métro et des couloirs. Donc, ils ont utilisé une peinture spéciale qui permettrait d'effacer les tags. Ils ont encore les accès aux stations à l'intérieur des trains, mais je les aurai. Guerre sainte pour guerre sainte, les taggeurs ont fait de Gantois leur adversaire mythique et démoniaque. L'homme qui téléguide les descentes de police, qui savonne les plans de métro pour faire déraper les stickers. La guerre, mais contre qui? Contre quoi? Qui sont-ils? Ces farfadets gribouilleurs qui démentent l'époque, clean, transgressent les bons usages et les petits interdits avec un entrain sombre et boulimique. Donc là, vraiment, une description de cette guerre entre les gens de l'entretien qui doivent nettoyer, leur chef, et les taggeurs. Samedi 14h, gare du Nord, une très grande gare à Paris, voie 8, c'est le rendez-vous hebdomadaire d'une tribu tagueuse. Donc ils connaissent même le lieu, l'heure et où ils se mettent exactement. Ils ont des dégaines de potaches frimeurs ou de gentils loupards et la méfiance de vieux routards. Il y a là Donner, Stock, Arrow et Skef. Et puis si, et le groupe Dir, Da Young Regenade. Et surtout, Scoiser et son look de parfait petit tagger. Casquette, basket dont la languette lèche le bas du pantalon, sac à dos pour entasser les vandaliseurs, bombes et marqueurs et ceinturon gravé à son nom de guerre. Ce surnom, Scoiser, il l'arbore, il l'exhibe. C'est un acte de naissance tribale, un totem autoproclamé. Et leurs surnoms, Scoiser, Donner, Stock et les autres, vont les écrire sur tous les murs de Babylone. Et d'abord, sur les parois du métro, qui les fera circuler, connaître dans toute la ville. Bref, exister. Donc en fait, il décrit ce groupe de taggeurs qui se sont
donner des surnoms. Et tous ces surnoms-là, vous les retrouvez à Paris, gare du Nord, écrits sur les murs. C'est ça un tag, une signature. Sans message, sans allusion, sauf parfois une dédicace à un ami tagueur. On écrit alors le nom du frère à côté du sien, en le faisant précéder d'une flèche ou du chiffre 4, en anglais 4, par glissement sémantique 4. Si vraiment on est très fâché, mais c'est enfreindre un tabou, on peut toyer le tag d'un ennemi. Il suffit d'écrire toy à côté du nom installé et éventuellement de taguer par-dessus. Un tag, bien sûr, n'est pas seulement un surnom étalé sur un mur, c'est une signature répétée des centaines de fois jusqu'à ce qu'elle soit impeccable, d'un seul trait et vraiment bad, méchamment belle, distordue, déformée, chantournée, jusqu'à ce qu'elle soit illisible aux yeux des profanes et à ceux des initiés. Plus on signe vite, plus c'est admirable. Boxer, l'une des stars locales, torche son tag, dit-on, en quelques fractions de secondes. Boxer, Roy, Wan, Sands, Bendo, James et John Wan, omniprésents sur les murs de la capitale, règnent en idole dans le cœur des taggeurs. Ce sont les maîtres de Paris, affirme Attila, élève au collège Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement. En clair, ils tuent bien, ils massacrent. Ce sont de bons destructeurs. Une vraie peuplade de 1500 à 2000 taggeurs qui, paumés, taquinent la loi et s'approprient des petits bouts d'univers pour y semer leur identité en rêvant qu'il y poussera des étoiles. Donc vraiment là, dans ce dernier paragraphe, on analyse plus précisément ce qu'est un tag et on nous explique cette définition, que c'est une signature qui est répétée à maintes et une reprises dans les rues de Paris. Avez-vous des questions concernant ce premier texte? Non, je continue, deuxième texte. Histoire de graffiti. Là, on a le synonyme de tag. Les graffitis et les tags sont synonymes. Dégradation volontaire de l'environnement ou besoin impulsif de communication. Point d'interrogation. Alors justement, là déjà, on a un changement au niveau du texte. Dans ce deuxième texte, on commence la phrase, c'est vraiment une phrase choc, c'est une question justement que se pose l'écrivain, à savoir, est-ce que justement le fait de taguer, est-ce que c'est leur but est de dégrader, abîmer les murs, ou alors un besoin impulsif, comme une drogue, c'est impulsif chez eux, de communiquer, justement. D'accord ? Vous me suivez? J'ai un appel, je reviens vers vous immédiatement, je dois prendre. Alors, où est-ce que je vais mettre désactiver la caméra? Alors, je reviens, désolée. Donc, j'en étais à histoire de graffiti. Donc, je trouve que ce deuxième texte est très intéressant et le fait de commencer justement par cette question, dégradation ou bien communication, là, ça se discute justement. Et c'est là aussi que vous pourrez justement, dans une conclusion, bien montrer que ça peut être
de la dégradation, vu comme de la dégradation, et ça dépend où ça a été fait également, mais ça peut être également un besoin de communication. Et il y a des gens doués artistiquement qui font des tags. Le débat est ouvert depuis déjà plusieurs années. En effet, si pour certains, l'explosion d'inscriptions et de dessins en tout genre dans les lieux publics fait figure d'agression, voire de menace pour la cité, il témoigne pour d'autres d'un ultime mouvement de spontanéité. Dans une ville où chaque chose est tenue d'avoir sa destination et son emplacement réservé. Un moyen d'expression qui est sérieusement en train d'acquérir ses lettres de noblesse et ses stars. Oui, donc là, dans ce deuxième texte, vraiment, l'écrivain est en train de montrer que ça peut être vu des deux côtés. Il y a l'envers et l'endroit, justement, des tags. Le vandale graffiteur a plus d'un tour dans sa bombe aérosol. Le moindre espace libre lui permet d'apposer sa marque, sa signature, son sigle. On le bloque plus loin, les dessins sont ou signés d'un nom fantaisiste. Une cigarette à deux pattes s'annonce comme le docteur Bouboum. Des figures peintes au pochoir, la marque de Blake, de Jeff Aérosol, de Marie Rouffet ou seulement le VR, et si l'univers mystérieux du graffiti se cache dans les impasses et les souterrains du métro, on aurait tort de voir là l'image même de la liberté. Rien n'est plus contrôlé en effet que le geste gratuit. À chacun son territoire, son propre domaine. Les nouveaux poulbottes de la Bastille luttent contre les gars du 13e qui viendraient recouvrir leurs œuvres. Donc maintenant, il y a des clans entre quartiers. Certains quartiers donc, ne s'entendent pas et donc les taggeurs taguent au-dessus sur les autres tags. Et donc là, par contre, ça peut faire des problèmes. Les détourneurs d'affiches veillent à ce que nul ne macule leur publicité repeinte. Oui, le fait de mettre des publicités dans la rue coûte excessivement cher et si la publicité est taguée, c'est vrai que c'est un problème pour celui qui a payé cette publicité. Une histoire qui, en ce qui concerne Paris, remonte à mai 1968. Alors voilà les origines. Voilà ce qui est intéressant ici, c'est que ça remonte à mai 68 et dont le premier maillon s'appelle Zloty Kamien. Depuis 20 ans, ce passionné trace à la bombe des personnages amibes sur les murs de Saint-Germain-des-Prés et sur ceux du centre de Georges Pompidou. Un autre fanatique, alors là, ça devient grave quand même, cet adjectif qui a été mis, un fanatique. Voilà, les fanatiques, normalement, c'est plutôt pour les religions. Ici, Ernest Pignon-Ernest a ignoré le pochoir politique en imprimant sur des murs d'usine, près de Soupiro, une forme noire représentant un prisonnier politique d'Afrique du Sud, appuyé sur des barreaux. Il est passé ensuite au portail de Rimbaud. Alors là, par contre, dans l'autre texte, on disait que les taggeurs n'avaient pas de message. Ici, il peut y avoir dans les tags un message politique. Et dans cette fin de paragraphe, c'est vraiment explicite puisque le tagueur a tagué, s'il vous plaît, je reprends avec vous la lecture, sur un mur d'usine, il a tagué, on va dire, un prisonnier politique d'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'il compare l'ouvrier qui va travailler à l'usine à un prisonnier politique d'Afrique du Sud. Donc là, comparaison, métaphore, vous pouvez aller très loin. Je continue. Après 1980, porté par la vague new-yorkaise et la figuration libre, les graffiteurs parisiens ont explosé, certains en inventant des poèmes. Nous sommes trop jeunes pour ne pas vouloir tout. D'autres en faisant du lettrage, onomatopée, de BD, agrandi. L'érotisme s'en est alors mêlé, ainsi que la publicité sur les boîtes de nuit. Désormais, graffiti et commerce font souvent bon ménage. Les peintres méconnus se servent de la rue pour approcher les galeries en attendant que les musées prennent la relève. Les Américains, Kate Haring et Jean-Michel Basquiat, ont bien commencé dans le métro avant d'atteindre les enchères records chez Sotheby's. Pourquoi la même aventure ne se reproduirait-elle pas en France? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de cours, il y a de très grands
taggeurs qui sont devenus donc célèbres et on les expose même dans les grandes galeries et à New York, il y en a. Il y a d'ores et déjà dans la peinture sauvage une hiérarchie très stricte qui va de la graphie illisible à la caricature, de la blague d'étudiants des beaux-arts à la découverte d'un nouvel espace de liberté. Des artistes comme Claude Costa ou Blake travaillent dans l'illégalité, bien sûr, puisque c'est interdit de faire un tag sur un mur, donc c'est illégal, mais ne peignent que sur des emplacements réservés, encadrés par les moulures de céramique jaune des quais de métro. Donc voilà, ce qu'il est en train de dire ici l'écrivain, c'est qu'il y a des gens quand même s'ils sont passionnés par les tags, ils choisissent l'endroit et ils ne gâchent pas. Par exemple, sur un siège de bus, on ne voit pas l'intérêt de taguer sur un siège de bus, ça abîme. Le bus, c'est un transport en commun et ça appartient à tout le monde. Et donc, c'est de la dégradation à ce moment-là. Les ripoulins, Speedy Graphite, Vive la peinture, Beau Geste et les musulmans fumants voient dans le vandalisme civilisé une rampe de lancement qui les propulsera vers les collectionneurs ou les salles de vente. Mais Binoche et Godot, commissaires-priseurs, ne s'y sont pas trompés, puisqu'en sont à leur deuxième vente placée sous l'enseigne du grand méchant Look. On y relève les noms de Captain Caverne, d'Ange et Damnation de Poupette et moi, de Placide et de Museau, de Groupe Moon et bien sûr ceux de Claude Costa, une vedette, des Ripoulins bien connus, de Cat Loré. Donc là, il y a toute une énumération sur les différents taggeurs qui ont pris des prix, bien sûr. Les prix varient entre 4 000 et 20 000 francs, c'est quand même une grosse somme. Donc, ce qu'ils font et commence à être reconnu du point de vue de l'art. Certains décideurs voulant récupérer cette créativité désordonnée ont même utilisé les peintures des rues pour décorer les palissades. Au 12 de la rue David d'Angers, dans le 19e arrondissement, une quarantaine d'artistes ont ainsi été invités à libérer leur trop-plein coloré. Il y avait là Olivia Clavel, Jérôme Ménager, Thierry Dommage, Coupta et bon nombre de ceux qu'on trouve dans les ventes aux enchères et sur les quais du métro. Dans le 13e arrondissement, Frigo 6 peint les arbres. Donc déjà, on commence à les reconnaître. Aujourd'hui même, s'il n'est pas reconnu de tous, l'art de la rue existe. Sa liberté est sa seule garantie de survie, car si les interdits dans ce domaine n'aboutissent qu'à aiguiser les tentations et à rendre le vandalisme plus héroïque, les faux encouragements, décorations de palissades ou de murs aveugles, ne font que susciter de fausses vocations de barbouilleurs nocturnes. En ce domaine, la seule politique est un relatif laisser-aller. Les meilleurs trouveront toujours le chemin des galeries, mais attention, si les artistes jouent parfois, tous les vandales ne sont pas des artistes. Donc ici, très belle comparaison. Bien. Chasseur de tags, donc là, le dernier texte où vraiment, vous l'avez lu pour pouvoir faire le tableau. Et donc, il restait également en quatrième document, c'était les documents iconiques avec différents tags, je vous les ai mis, pardon. Je vous ai envoyé le corrigé, j'aimerais vous donner maintenant les différents plans possibles. Prenez note, s'il vous plaît, par rapport à ces tags. Alors, grand 1. Grand 1, et c'était ça le plan détaillé que j'aurais aimé avoir le jour du DS. Grand 1, analyse du phénomène. En A, vous mettez les tags, définition et lieux concernés, et on les retrouve. En B, les taggeurs, qui tague et pourquoi. Dans une deuxième partie, on peut mettre les réactions. En grand A, les opposants et leurs motifs, et on les a vus dans les textes. Grand B, les solutions proposées. Donc ça, vraiment, c'est le premier plan classique qu'on peut trouver pour ces textes. On passe au deuxième plan, qui aurait été possible. Madame? Oui? Pouvez-vous répéter la deuxième partie? Alors, la deuxième partie,
Grand 2, les réactions. Grand A, les opposants et leurs motifs. Grand B, les solutions proposées. Je passe au deuxième plan. En grand 1, on aurait pu mettre comme titre les taggers. Les taggers. A, qui sont-ils? B, quand et où taguent-ils? Je répète, grand 1, les taggers. Qui sont-ils en A? Et en B, quand et où taguent-ils? Les lieux sont décrits dans les textes. Grand 2. Grand 1, on pourrait voir les taggers. Grand 2, les tags. Petit a, que représente-t-il? Et on les a dans les différents textes, soit des signatures, soit le nom d'ennemis, de quartier, etc. Grand B, pourquoi tague-t-on? Et les textes l'ont développé. Que représente-t-il? Pourquoi tague-t-on? Et troisième sous-partie, comment remédier à ce fléau? Je passe au troisième plan. Troisième plan possible. Là, vous avez 3 parties pour ce troisième plan. Grand 1, les taggers. Grand A. Qui sont-ils? Où et quand taguent-ils? Qui, où et quand? En grand A. Grand B, pourquoi taguent-ils? Deuxième partie, les réactions suscitées. Grand 2, les réactions suscitées. Je répète, première partie, les taggers. En A, qui sont-ils? Où et quand taguent-ils? Grand B, pourquoi taguent-ils? Deuxième partie de ce troisième plan, hein, on est au troisième plan. Deuxième partie, les réactions suscitées. Et normalement, vous l'avez bien vu dans les textes, grand A, des réactions positives, et vous les donnez. Grand B, des réactions négatives. Troisième partie, les solutions. Et là, c'est vraiment dans le texte qu'on vient de lire. Les solutions, on les retrouve. Hein. Les solutions. Grand A, l'interdiction. Grand B, l'acceptation d'un nouvel art. Oui. L'acceptation d'un nouvel art. Et je vous donne le 4e et dernier plan possible, toujours. En grand 1, qu'est-ce qu'un tag? Grand A, une dégradation de l'environnement. Grand B, un besoin de s'exprimer. Grand C, des graffitis et des signatures. Deuxième partie, qu'est-ce qu'un tagger? Donc, qu'est-ce qu'un tagger? Grand A, les signes distinctifs du tagger. Et on l'a vu dans les textes, la dégaine, la casquette, les baskets, le sac à dos, etc. La description, hein, les signes distinctifs du tagger. Grand B, les lieux et les moments. Oui, parce qu'ils choisissent bien les lieux et les moments, pour ne pas se faire attraper, bien sûr.
Grand C, les causes. Et dans les causes, un besoin de communiquer ou une menace. Un besoin de communiquer ou une menace. Troisième partie de ce quatrième plan, conséquences et solutions. Alors, conséquences et solutions. Grand A, les conséquences matérielles et financières, on les a vues dans le texte. Les conséquences matérielles et financières avec les effets positifs et les effets négatifs. Grand B, les conséquences morales. Et ils en parlent aussi dans les textes qu'on a lus. Les conséquences morales pour le tagueur et pour les autres. Et pour finir, grand C, les remèdes. Les remèdes, grand A, ou petit, non, dans les remèdes, vous allez voir deux choses. Lutter contre les tags et laisser vivre l'art. Deux choses bien différentes. Lutter contre les tags ou laisser vivre l'art. A-R-T. Lutter contre les tags ou laisser vivre l'art. Allez, Dean, s'il te plaît. Tu me donnes ton avis concernant les tags. Allez. Oui, madame. Alors, déjà, est-ce qu'il y en a en Tunisie? Est-ce que tu en vois? Pas vraiment trop. Non, tu n'en vois pas en Tunisie? J'en ai vu dans quelques occurrences, mais Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pour communiquer ou tu penses que c'est du vandalisme? c'est un peu du vandalisme si si c'est toi si c'est ton mur qu'ils ont tagué au-dessus, mais moi personnellement je vois que ça reste encore de l'art. D'accord. Emna, s'il te plaît, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est de l'art, même s'il y a des personnes qui l'utilisent pour, je sais pas, pour s'exprimer ou bien pour dire leur avis à propos des personnes, mais ça reste de l'art. Ouais. D'accord. Edil. Edil, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est de l'art. Parce que, oui, mais ce n'est, ça dépend. Ça dépend du truc. Si c'est, je sais pas comment dire. S'il s'agit d'un message, donc je peux considérer comme de l'art. Mais si c'est non, sinon, non. Je sais pas ici. Mortel, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est de l'art, mais si on tague sur tous les murs, ça devient du vandalisme. Voilà. En fait, ça dépend en fait de l'emplacement, comme vous disiez. Rawa, qu'est-ce que tu en penses avant que je clôt? Oui. Franchement, je crois que ça dépend premièrement du contenu et deuxièmement, je crois que ce sera meilleur si peut-être s'ils veulent, par exemple, taguer dans les métros ou quoi, ils peuvent demander la permission à l'État. Personnellement, si un artiste me demande est-ce que je peux taguer devant ta maison ou non, et j'approuve du dessin, je peux lui dire non, je peux lui dire oui. Donc, je crois que demander la permission, c'est nécessaire. Oui, c'est clair. En fait, ça dépend. Hein. Comme je vous disais, moi, ça dépend. Moi, je sais qu'il y a de très, très, très beaux tags à la gare du Nord. Et quand je prends le train,
et que je vois ces tags, et puis il y a différentes couleurs, il y a du travail quand même. Je trouve que c'est artistique, donc il y a des endroits où je les trouve artistiques. Par contre, j'ai pu voir ici en Tunisie sur des maisons, des taggeurs et des tags, et j'ai vu que la maison, justement, parce que je passe souvent devant, eh ben, ils l'ont repeinte, et dès qu'ils ont repeint, alors que ça coûte cher, les taggeurs sont revenus taguer. Et là, ça m'a vraiment fait de la peine pour cette maison, parce que je me suis dit, les propriétaires, ou même les locataires en tout cas, eh bien, ça coûte tellement cher aujourd'hui de peindre qu'on n'a pas le temps ou l'argent, tout ça, pour pouvoir le refaire. Et donc, je me suis mise à leur place et je me suis dit, bon, peut-être que moi, si ça m'arrivait, sur le coup, je rigolerais, ça me plairait peut-être, et qu'après, je peindrais. Mais s'ils reviennent le faire, c'est vrai que là, ça commence à être embêtant et c'est même énervant. Mais il y a des lieux, comme je vous ai dit, à Paris, la plupart du temps, ils taguent sur les murs entre les villes, là où il n'y a personne qui peut marcher normalement. Et donc, c'est vraiment très dangereux. Et ils passent près des rails du train qui roule très très vite hein, en France. Et là, comme il y a, à part le paysage, à part les arbres qu'on peut voir, ou les maisons sont assez éloignées, on voit justement ces tags. Et là, ça ne me gêne pas du tout parce que c'est des endroits inaccessibles aux gens déjà. On n'est pas censé y aller. Et le fait que le train passe et qu'on puisse voir ce genre de tag avec différentes couleurs, même si on n'arrive pas des fois à lire ce qui est bien écrit, c'est un nom la plupart du temps. Après, comme on a vu dans les textes, là où ça m'interpelle, là où je préfère, c'est quand il y a un message. Et là, je me dis que c'est vraiment artistique. Comme ce qu'on a lu dans le texte, le fait de dessiner un prisonnier noir d'Afrique sur le mur d'une usine, là, je ne peux qu'applaudir parce que c'est vrai que les gens qui travaillent dans les usines ont des métiers très pénibles. C'est un travail qui est à la chaîne. Et donc, eh bien, je trouve que le tagueur ici a donné son point de vue. Il a donné son avis et il critique justement ces différentes usines. Et d'ailleurs, pour moi, toutes les usines du monde entier à peu près se valent, encore plus dans les pays défavorisés, puisque ces usines viennent s'installer dans les pays défavorisés, pas parce qu'ils aiment le pays, mais parce que la main-d'œuvre est moins chère. Et c'est là où vraiment je souris quand je vois ce genre de critique. C'est une critique de la société, une critique des usines. Il y a eu d'autres graffitis à Paris, ça peut être politique, on retrouve une caricature de Macron, du président, par rapport aux gilets jaunes. Enfin, il y a plein de choses. Et là, je me dis, bah, normalement, chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend. Et c'est là où j'apprécie ce genre de tag. Voilà, pour mon avis, à moi. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage et à bientôt de vous revoir. Au revoir à tous. Merci, madame. Bye bye. Merci, madame. Au revoir, bon appétit. Merci, au revoir.